Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 12-19h de ce 16 janvier à la une de l'actualité. Réunion du Conseil des ministres présidée par le président de la République, Ahmed Tebboune, hier. À l'ordre du jour, le président de la République a donné instruction d'augmenter les prix d'achat des céréales, une filière qui avance dans la wilaya d'El Oued. Le médiateur de la République mandaté par le chef de l'État pour lever les entraves à l'investissement. Exemple, à Soukahras où 16 projets ont obtenu des autorisations d'exploitation. Zoom dans cette édition sur la transformation de noyaux de dattes. Une usine à Biskra, on extrait de l'éthanol pour en faire de l'alcool chirurgical ou encore du gel hydroalcoolique. Reportage tout à l'heure. Covid-19, les contaminations en hausse, les spécialistes de la santé appellent à la vigilance et à la vaccination. Une campagne nationale a été lancée ce matin en milieu universitaire. Puis l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental poursuit sa tournée dans la région. Parmi les sujets à aborder, les droits de l'homme. La militante Sultana Khaya, un exemple des exactions du régime du Marzen contre les Sahraouis. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, retour sur la réunion hier du Conseil des ministres. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a donné orientation, entre autres, pour le soutien de la production de blé dur et blé tendre. Il a été question également du projet de loi portant découpage judiciaire. La réunion a débuté par un exposé du médiateur de la République. Les détails avec Yanis Aïd Belkacem. Dans l'exposé qu'il a présenté lors du Conseil des ministres, le médiateur de la République est revenu sur la situation des projets d'investissement en suspens dans divers domaines, annonçant la levée d'obstacles sur 679 projets d'investissement sur un total de 877 projets, en leur délivrant des autorisations d'exploitation et d'entrée en production. Et afin de mettre en exergue l'efficacité de la levée d'obstacles administratifs, il est question de mener une opération de recensement devant inclure avec précision et en toute transparence à chaque réunion du Conseil des ministres la localisation, la nature des projets, les types d'obstacles et le nombre des postes réellement créés. Il s'agit également d'inclure dans l'exposé du médiateur de la République la valeur financière en monnaie nationale et en devise des projets d'investissement, objet de déblocage. Le projet de loi relatif au découpage judiciaire abordé lors de ce Conseil des ministres prend en compte la dimension géographique entre toutes les régions du pays afin d'éviter aux citoyens des déplacements, notamment dans les zones reculées et lointaines dans l'extrême sud du pays. Il est par ailleurs question prévue de créer dans chaque wilaya un conseil exécutif en vue d'assurer une coordination de haut niveau entre les ministères et les autorités locales. Le wali sera chargé de la coordination, étant le premier responsable de la wilaya. Concernant la campagne, la bourse-maille et la plantation d'arbres résistants, le Conseil des ministres a décidé d'augmenter le prix d'achat du blé tendre et dur auprès des agriculteurs afin de les encourager à doubler la production afin de réaliser la sécurité alimentaire. Le blé dur de 4 500 dinars à 6 000 dinars, le blé tendre de 3 500 dinars à 5 000 dinars, l'orge de 2 500 dinars à 3 400 dinars, l'avoine de 1 800 dinars à 3 400 dinars. Concernant le projet de la route Port-Djenjen El-Ulma, une nouvelle expertise devra être élaborée sur instruction du chef de l'État. Pour ce qui est de la disposition en rapport avec l'exercice du droit syndical, il est prévu d'entamer un large débat autour de cette question afin de retourner aux bases de l'action syndicale appliquée à l'international et s'éloigner définitivement du lien organique entre les syndicats et les partis. Enfin, le Conseil des ministres a abordé différents projets de développement, à savoir la nouvelle ville de Bouguezoul, l'accélération des travaux de réalisation des 2 stades de football de Baraki et de Douera et leur évaluation financière. À El Oued, la wilaya d'El Oued, la production de céréales s'annonce bonne cette année grâce à l'usage de nouvelles techniques de moisson-battage et les aides des pouvoirs publics. La région est en passe de devenir un pôle pour la filière. Raouf Hamouch. Nous sommes dans la région de Benguecha, dans la wilaya d'El Oued. Ici, la terre est fertile, d'où cette profusion d'exploitations agricoles dédiées à la céréaliculture. Cette année, la saison moisson-battage s'annonce d'ores et déjà exceptionnelle. Dieu merci, grâce aux nouvelles techniques utilisées dans l'opération de moisson-battage en coordination avec les services de l'ONAP de la wilaya de Beskala, nous avons un produit de qualité.
وراهم جو وقاموا بالواجب تاعهم هذوك الحق بارك الله فيهم راهم جابوا الماتريال تاعهم وجابوا لنا الحصاده. نتوقع السنه ان شاء الله المنتوج يكون خير من العام. Cette saison, nous tablons sur une production record encore meilleure que celle de l'année précédente. الماشينه كاينه كلش كاين. La céréaliculture est une filière hautement stratégique que les pouvoirs publics doivent absolument soutenir. Aujourd'hui, nous sommes ici pour accompagner et soutenir les agriculteurs de la région qui opèrent dans cette filière hautement stratégique. La wilaya d'El Oued a connu ces dernières années une avancée notable dans la production céréalière. La campagne moisson-battage en cours depuis quelques jours augure déjà une production record. Autre culture, celle des arbres fruitiers. Les agriculteurs de la Rouat ont réussi à améliorer la production dans la wilaya à un bond qualitatif et quantitatif grâce notamment aux aides à l'investissement dans la filière. Reportage Fouad Ahmani, commentaire Raouf Hamouche. Des arbres fruitiers à perte de vue. Nous sommes dans l'une des nombreuses exploitations de fruits secs dans la wilaya de la Rouat. Malgré un sol très pauvre en éléments nutritifs, les agriculteurs de la région ont réussi à y planter des pistachés, des abricotiers, encore des amandiers. Des variétés qui se sont avérées parfaitement adaptées à cette qualité de sol. À la grande surprise des agriculteurs, la production a littéralement augmenté ces dernières années. Au départ, nous n'avions pas assez d'expérience pour la culture de la pistache. Dieu merci, aujourd'hui, nous avons fait beaucoup de progrès. En tant qu'agriculteurs de la wilaya de la Rouat, nous sommes prêts à investir dans la culture de fruits secs, à une seule condition, avoir de grandes surfaces d'exploitation pour ce type d'arbres fruitiers. Un bond qualitatif et quantitatif grâce notamment aux aides à l'investissement dans la filière. Une initiative encouragée par les autorités locales qui ont apporté leur aide et soutien à ce projet. Nous avons bénéficié d'une aide financière de 30 millions de dinars comme première tranche en ce qui concerne la culture d'arbres fruitiers, comme l'amandier, le pistachier ou encore l'abricotier. Un programme tracé par la direction de l'agriculture de la wilaya qui a donné toutes les facilitations aux agriculteurs pour la culture de ces fruits secs. Aux multiples bienfaits pour la santé, la production locale n'a rien envié à celle importée du point de vue qualité. Certains agriculteurs commencent à prendre conscience de l'intérêt économique de ce type de culture. Aujourd'hui, des superficies de plusieurs hectares sont réservées à la culture de la pistache. Les plantations se trouvent principalement dans certaines wilayas situées dans les zones stépiques comme la Rouat. En plus de la filière céréalière, le dégel des projets porteurs de richesse, un dossier largement abordé lors du Conseil des ministres hier. Le chef de l'État a mandaté le médiateur de la République pour la levée des entraves aux investissements. L'exemple ce soir à Souk Ahras, 16 projets sont de nouveau en activité. Reportage Ibtissam Bedjaoui, commentaire Yamina Saïdji. Ces entreprises peuvent reprendre ou démarrer leur activité avec des autorisations d'exploitation temporaire, des facilitations décidées par l'État en attendant la régularisation définitive des problèmes administratifs. En tout, on en dénombre 16 dans la wilaya de Souk Ahras. L'autorisation d'exploitation est une aubaine pour nous. Nous allons pouvoir nous lancer dans la production. Notre entreprise était en difficulté. J'espère que nous allons pouvoir rattraper le temps perdu et nous implanter dans le marché des produits pharmaceutiques. Cette décision nous encourage à augmenter notre production et même à réaliser une extension de notre unité. Cela nous permettra d'avoir un meilleur rendement et d'employer plus de personnes. Les projets à caractère industriel sont donc prioritaires, notamment dans le domaine de la transformation, un avantage pour les jeunes de cette région frontalière. Des jeunes se présentaient chaque jour à la recherche de travail, mais nous étions à l'arrêt. Une fois le problème du permis d'exploitation réglé, nous pouvons enfin nous lancer et offrir des postes d'emploi. Les opérateurs économiques demandent à ce que l'on soit certifié ISO, mais sans autorisation, cela n'était pas possible. Notre produit est de qualité et nous espérons bientôt intégrer le marché africain. Des investissements restent encore à régulariser dans la région et des zones industrielles à investir. Il s'agit de parcelles parfaitement équipées et prêtes à l'exploitation.
Dans la zone industrielle, plus de 220 hectares sont libres. Une grande assiette foncière capable d'accueillir les projets d'investissement de micro-entreprises et start-up. Nous avons également 3 zones d'activité, dont l'une près de la Tunisie et qui compte 400 voire 500 parcelles prêtes à entrer en exploitation. J'invite les investisseurs et les porteurs de grands projets à passer à la phase de création de richesses et d'emplois. Avec ces dernières mesures prises par les autorités, plus de 550 nouveaux postes d'emploi ont été créés à Soukahlas. Et on poursuit avec l'industrie. Fabriquer de l'alcool chirurgical à partir de noyaux de dattes est désormais possible en Algérie. Une unité à Biskra en extrait de l'éthanol, une matière première pour plusieurs produits finis. Nesrine Ben Saïdi. Personne n'aurait pensé que cet alcool chirurgical produit dans cette usine est extrait de noyaux de dattes, un investissement ingénieux, 3e du genre, après l'Iran et la Russie, et qui contribuera sensiblement à la réduction de la facture de l'importation. Les agriculteurs stockaient les noyaux de dattes dans des entrepôts et les chambres froides ou abandonnés au bas des palmiers. Maintenant, la majorité des agriculteurs les vendent à l'usine. Nous avons trouvé une manière de les recycler en procédant à l'extraction de l'éthanol de ces noyaux pour le transformer en alcool chirurgical ou en gel hydroalcoolique. Grâce aux facilitations accordées par l'État, cette usine emploie actuellement 50 travailleurs pour une capacité de production de 3000 litres d'alcool chirurgical à 70 degrés par jour, destiné au secteur de la santé. Nous avons attendu 5 ans pour bénéficier d'un permis d'exploitation. Pourtant, tout était en règle. Dieu merci, l'usine est opérationnelle à présent. Nous avons débloqué la majorité des projets en suspens. Nous comptons aussi 26 dossiers pour des extensions. Ils sont en phase d'étude. Cette filière émergente de transformation de noyaux de dattes permet d'obtenir des bioalcools comme l'éthanol et le vinaigre, mais aussi de l'aliment pour bétail et des produits cosmétiques. Une véritable plus-value pour l'industrie nationale qui permettra de décrocher des marchés à l'international. Zoom sur ce projet qui accuse du retard à présent, celui de la pénétrante Al Ulma Djidjel, une centaine de kilomètres. La route est censée relier l'autoroute est-ouest au port de Djendjen. Une fois achevée, elle fluidifiera l'accès notamment aux porte-conteneurs. Reportage Wassila Bouchareb, commentaire Malika Bellal. Les travaux de réalisation de la pénétrante autoroutière Al Ulma Djendjen sur un linéaire de 110 km accusent un véritable retard dans la cadence de réalisation. Nous mettons 3 heures pour aller de l'Ulma à Djidjel afin d'acheminer notre marchandise. J'aimerais bien qu'ils accélèrent la cadence des travaux pour bénéficier de cette autoroute. C'est un projet attendu par tous les citoyens et surtout les commerçants. Les porte-conteneurs sont obligés de passer 10 heures sur la route pour acheminer leurs marchandises vers le port de Djendjen. La pénétrante Al Ulma Djendjen, un projet lancé en 2014 et qui a été à l'arrêt à maintes reprises en raison de problèmes techniques, financiers et administratifs. Ce projet renforcera à coup sûr le plan de relance économique du pays. Cette pénétrante permettra d'acheminer plus rapidement les marchandises et facilitera le déplacement des automobilistes. Elle permettra également le désenclavement de plusieurs régions isolées et aidera à créer des projets d'investissement. Le projet en question accuse un retard dépassant de loin les délais de réception fixés dans le contrat, et cela malgré le budget conséquent dégagé par les pouvoirs publics. Relier le port de Djendjen à l'autoroute Est-Ouest permettra déjà de redynamiser l'activité économique au niveau du port de Djendjen et de la wilaya de Djidjel en général. Et cela va aider également à l'émergence d'autres projets au profit de l'économie locale. Cette voie rapide de 110 km traversera 3 wilayas de l'est du pays, à savoir Djidjel sur un tronçon de 45 km, Mila sur un tronçon de 15 km et Sétif sur un linéaire de 50 km.
Et selon le plan de réinsertion des contractuels décidé par le président de la République, 2400 jeunes à Boumerdès ont décroché leur CDI. Des diplômés qui activés dans le cadre du dispositif pré-emploi. Reportage Insaf Boukhalfa, commentaire de Amali Siridir. Après plusieurs années de recherche infructueuse, ces jeunes diplômés ont enfin vu le bout du tunnel. Grâce aux différents dispositifs d'emploi, ils ont décroché des contrats de pré-emploi. Aujourd'hui, grâce à leur persévérance, ils sont recrutés. بعد التخرج حاولت نبحث عن منصب عمل ولكن ما طاحتليش الفرصة. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai cherché un emploi, mais en vain. Par la suite, j'ai décidé de m'inscrire dans une agence d'emploi et après une année, ils m'ont appelé pour un contrat de pré-emploi. Je viens de signer mon CDI dans le poste d'administrateur. J'ai obtenu mon Master 2 dans le domaine des finances et banques en 2017 et après 6 mois, je me suis inscrit à l'ANEM pour trouver un emploi. J'ai tout de suite décroché un contrat de pré-emploi et en janvier 2022, j'ai signé mon CDI. Début 2019, j'ai pu obtenir cet emploi grâce à l'ANEM. Aujourd'hui, j'ai bénéficié de l'insertion professionnelle au niveau de la direction de la formation professionnelle. Cela fait 4 ans que j'ai bénéficié d'un contrat de pré-emploi. On m'a renouvelé le contrat une fois et cette année, j'ai signé mon CDI. La direction de l'emploi de la wilaya de Boumerdès s'emploie à accompagner et à orienter les jeunes diplômés pour assurer leur insertion professionnelle. Ces opérations d'insertion professionnelle se poursuivent. L'une des priorités de la direction de l'emploi, c'est l'insertion du plus grand nombre de jeunes dans le secteur économique en 2022. Jusqu'à aujourd'hui, 2600 jeunes ont bénéficié de l'insertion professionnelle, dont 2484 dans le secteur administratif et 116 dans le secteur économique. Le souci majeur de tous les jeunes diplômés reste l'insertion professionnelle avec un emploi stable et durable. C'est d'ailleurs la priorité du gouvernement. Adoption à l'Assemblée populaire nationale de 4 projets de loi organiques relatifs à l'organisation territoriale du pays, aux compétences du Conseil de l'État, à l'organisation judiciaire et à l'assistance judiciaire. Le vote s'est déroulé lors d'une séance plénière conduite par le président de l'APN, Brahim Bourali, en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdelrachid Tabi, et la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar. Coopération algéro-égyptienne, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Mtan Lamamra, a été reçu aujourd'hui au Caire par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi dans le cadre de sa visite de travail en Égypte. En sa qualité d'envoyé personnel du président de la République, à cette occasion, le chef de la diplomatie a remis au président al-Sisi un message de la part du président Abdelmajid Tebboune, ainsi que ses salutations distinguées et ses vœux de progrès, de prospérité, de paix, de stabilité pour l'Égypte. Covid-19, la hausse des contaminations se poursuit. 692 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 402 guérisons et 11 décès enregistrés ces dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé. Et les spécialistes de la santé appellent à la vigilance et à la vaccination. Une campagne de vaccination dans le milieu universitaire a été lancée ce matin. Les personnels, les étudiants, des facultés, des instituts et des écoles universitaires du pays sont concernés. Il s'agit de la deuxième opération du genre après celle organisée en 2021. Une campagne similaire est en cours dans les établissements scolaires et je rappelle que le vaccin contre le Covid-19 est gratuit et disponible pour le grand public. Sport, football et cette défaite hier de la sélection nationale en Coupe d'Afrique des Nations devant la Guinée équatoriale avec 1-0. Les Verts brisent leur série d'invincibilité. Une chute douloureuse pour le coach Jamal Belmadi. Le sélectionneur national y croit quand même. Il a exprimé lors de la conférence de presse d'après-match. Saïd Flak nous en parle dans ce sujet.
C'est avec ces applaudissements des journalistes algériens présents ici à Douala que Jamel Belmadi a débuté son point de presse après cette défaite concédée face à la Guinée équatoriale. Un coach national très marqué par ce revers inattendu, mais soutenu par toute une corporation. Il n'y a pas toujours des raisons rationnelles à tout, notamment dans le football. On peut, comme vous dites, dominer outrageusement des matchs et puis ressortir avec 0 points, 0 but. Donc on pourrait palabrer, expliquer des heures, détails de cette rencontre. Mais si on voulait dire ça, on n'a pas le temps évidemment pour ça. Le ballon ne veut pas rentrer au fond. Les situations, on les crée. Je dirais presque par dizaines, si je ne m'abuse. Aucune ne veut rentrer au fond. Les Verts ont perdu une bataille, mais assurément pas la guerre. Certes, derniers de leur groupe E, après 2 matchs disputés, ils ont toutefois leur destin entre les pieds. Il suffit de battre la Côte d'Ivoire ce jeudi pour continuer à rêver. Moi, je crois. Moi, tant que je ne suis pas mort, hein, c'est évidemment une image, tant que je suis pas mort, il y a de l'espoir. Maintenant, il y a autre chose. Maintenant, il y a une qualification à aller chercher. Jamais s'avouer vaincu. Jamais abandonner. La mobilisation de tout le monde est nécessaire pour oublier ces 2 échecs et repartir de plus belle. On a tout fait, on a tout donné. Et il y a des moments difficiles comme ça. Et ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. On gagne, on fait des bons matchs. On est comme une famille. Et maintenant, ça arrive à un moment difficile. On s'est conscient. Et Inch'Allah, on va continuer à travailler. Et le prochain match, on va tout donner. Inch'Allah, on va se qualifier. La série d'invincibilité des Verts s'arrête donc à 35 matchs. Un nouveau record africain pour des Verts qui nous ont apporté tant de bonheur durant ces 3 dernières années. Et le président de la République, Ahmed Tebboune, a exprimé son soutien à l'équipe nationale hier après sa défaite contre la Guinée équatoriale lors de son 2e match durant cette CAN. C'est le président de la Fédération de football qui l'a annoncé à notre chaîne de télévision. C'était lors d'un appel téléphonique et le Sharafdin Amara se trouve actuellement à Douala et c'est là-bas qu'on va rejoindre sans tarder notre journaliste Saïd Flak. Bonsoir Saïd. Bonsoir Sabrina. Alors match difficile hier, douloureuse défaite Saïd. Effectivement, Sabrina, ce fut une défaite inattendue, assez surprenante, puisque on s'attendait notamment à une victoire des Verts après ce match nul concédé lors de la première journée face à la Sierra Leone. Malheureusement, donc, il y a eu, comme vous l'avez souligné, cette défaite au pire des moments, sachant que l'Algérie actuellement est dernière de ce groupe E. Mais tout n'est pas encore perdu pour cette sélection algérienne qui a repris le chemin du travail aujourd'hui, donc avec cette séance d'entraînement qui n'est pas encore terminée. Elle a débuté à 17h, qui a vu la présence de l'ensemble du groupe, y compris Ramiz Zelouri qui était absent donc pour les dernières séances d'entraînement et qui est de retour avec le groupe. Jamal Belhamri, blessé, est présent, mais a priori il ne s'entraîne pas avec le groupe. Les titulaires ont quitté il y a une dizaine de minutes le terrain annexe du stade Japoma, alors que les autres joueurs, donc les remplaçants, ceux qui n'ont pas beaucoup joué hier face à la Guinée équatoriale, s'entraînent toujours derrière moi. Donc la séance, elle est à huis clos. On essaye un petit peu de prendre quelques images. Sinon, dans l'ensemble, le moral est au beau fixe. C'est vrai que, disons, la tristesse est désormais fait partie désormais du passé. Le coach national s'est longuement réuni avec ses joueurs avant l'entame de cette séance, notamment au milieu du terrain, sur ce terrain annexe du stade Japoma. On imagine que le coach a tenté de remobiliser ses troupes et de remonter les morales de ses poulains avant ce match. Cette finale attendue face à la Côte d'Ivoire jeudi prochain, il faudra pour les Verts gagner à tout prix pour espérer se qualifier au 8e de finale.
Ah, donc le mot c'est l'optimisme, on y croit encore. Merci Saïd Flak pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes en direct de Douala, la ville où se déroule en ce moment la Coupe d'Afrique des Nations. Nous reviendrons vers vous lors de nos prochains rendez-vous de l'information. Dans l'actualité également, cette tournée du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, a visité hier l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. Plusieurs infrastructures et établissements sahraouis ont été visités par Staffan de Mistura, où il a reçu des informations exhaustives sur les différents aspects de vie des réfugiés sahraouis, notamment éducatifs et humanitaires, au deuxième jour de sa visite au camp des réfugiés sahraouis. De Mistura s'est rendu dans la matinée au siège de la Commission nationale sahraoui des droits de l'homme, où il a été reçu par son président Abbas Salek Al-Hussein. Ce dernier lui a présenté un exposé exhaustif sur la situation des droits de l'homme dans les villes sahraouis occupées, ainsi que les souffrances des civils et des militants sahraouis dans les territoires occupés. Staffan de Mistura a été reçu en soirée par le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario Brahim Rali. Le président sahraoui a réaffirmé lors des entretiens avec l'envoyé onusien la position du Front Polisario en faveur d'une solution juste et équitable en mesure de garantir au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination et à la pleine indépendance, comme inscrit dans les résolutions et accords onusiens et africain signé par le Front Polisario et le Maroc en 1991. Et à propos des droits des Sahraouis, ceux de la militante Sultana Khaya sont bafoués depuis des années. Elle et sa famille subissent les exactions quotidiennes du régime du Marzen. Khaya, qui a échappé à une tentative d'assassinat, est assignée à résidence et souvent attaquée. Yamina Saïdji nous en parle. Assignée à résidence depuis novembre 2020, Sultana Khaya évoque ses souffrances quotidiennes depuis son retour d'Espagne à Boujdour. La militante infatigable des droits de l'homme et farouche opposante à la politique du fait accompli suivie par le Maroc dans les territoires sahraouis occupés a fait part de quelques séquences de son vécu sombre, fait de brutalité, de terreur, de torture et d'intimidation quotidienne de la part des forces de sécurité marocaines, dans l'indifférence la plus totale de l'ONU et des ONG de défense des droits de l'homme, maintes fois sollicitées vainement pour intervenir et mettre fin à sa souffrance et celle de son peuple opprimé. Faisant l'objet de menaces, d'emprisonnement, d'arrestations, de fouilles et d'interrogatoires multiples, Sultana Khaya raconte que les forces de sécurité marocaines ont eu recours le long de son assignation à résidence surveillée à toute forme de violence et de terreur qui existait pour la tétaniser, elle et sa famille, à l'image des descentes nocturnes et à l'aube de son domicile familial à Boujdour. La pire violence qu'elle ait endurée est son viol devant sa mère. Elle a indiqué qu'outre la torture et les violences physiques et psychologiques qu'elle a subies, elle a fait l'objet de tentatives de liquidation physique de la part de la police marocaine. L'icône de la côte sahraoui a appelé enfin tous les peuples du monde épris de liberté et de paix à intervenir pour protéger le peuple sahraoui qui souffre sous le joug de l'occupation marocaine. Voilà, avec cet appel, nous terminons notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.